Je me tourne vers vous, Alix Grousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes influenceuse, blogueuse, plus de 100 000 abonnés sur Instagram et maintenant animatrice télé. C'est vous qui incarnez depuis le 13 septembre le magazine L'Entre-deux. Le nouvel épisode de cette émission est mis en ligne aujourd'hui. D'abord, présentez-nous le concept de ce programme. L'Entre-deux, c'est un magazine sociétal donc, qui est sur Lumni. Lumni, c'est la plateforme digitale de France Télé qui est à destination des étudiants, des lycéens, des collégiens. Moi, vraiment, l'émission que j'anime, c'est vraiment pour un public lycéen. Et on parle d'enjeux sociétaux qui intéressent les gens de cet âge-là. On a fait un premier épisode sur le pouvoir d'achat. Celui qui est sorti aujourd'hui, c'est sur le rapport au corps. Le prochain, c'est sur la peine de mort. On essaie d'aborder un peu des thématiques qui peuvent intéresser les gens et en se positionnant de façon tout à fait neutre et puis aussi dans une démarche didactique. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire passer les gens pour des débiles. C'est-à-dire qu'on peut se poser toutes les questions. Je pose toutes les questions et j'ai aucune honte à ça et j'ai l'impression que les gens arrivent à se reconnaître aussi dans le programme. C'est hyper important pour moi. Lumni, vous pouvez présenter cette chaîne et comment vous y êtes arrivé ? Alors, parce que ça aussi, ça nous a surpris dans l'équipe. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voulait recevoir. Parce qu'on n'attendait pas ça. On n'attendait pas une youtubeuse dans Lumni. D'un côté, il y a l'éducation nationale. Ce sont deux paradigmes différents. Je ne suis pas là pour les opposer, mais pour dire que c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Et c'est justement ça qu'on a trouvé intéressant. Et bien en fait, je ne suis pas tant un lapin que ça. Parce qu'avant, j'étais déjà dans le terrier. Avant d'être sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à travailler en médias. J'ai commencé sur des web radios. Puis j'ai travaillé en prod aussi. Donc j'écrivais, j'étais rédac chef. Donc j'avais déjà cette patte un petit peu média. Et puis, j'étais assez jeune à ce moment-là, j'avais 18-19 ans. Je savais que je voulais faire ça. Je savais quand je rentrais sur un plateau, j'avais des petits papillons dans le ventre. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, si tu veux faire tes propres prods, montrer ce que tu sais faire de l'interview, développe tes formats sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est un moyen de monter assez rapidement. Je me suis rendu compte qu'en prod, j'allais être peut-être un peu enfermée au standard ou à la rédaction. Alors, j'avais vraiment envie de faire de l'antenne. C'est pour ça que j'ai monté mes réseaux sociaux et que la chaîne Lumni et France Télé sont venus me chercher. Parce que sur mes réseaux sociaux, je fais pas mal de formats interview. J'ai un format aussi qui s'appelle À l'ancienne, dans lequel je rencontre des personnes âgées. Donc c'est vraiment des échanges assez profonds. Et je pense que c'était ce qu'ils avaient envie aussi de rapporter sur la plateforme, d'avoir un incarnant jeune qui puisse parler au public, puisqu'on s'adresse à des jeunes, comme on l'a dit, lycéens, début d'études supérieures. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc, je pense que ces personnes-là peuvent peut-être... je peux les représenter. En tout cas, ils peuvent s'identifier à moi. Et c'est en ce sens que France Télé est venue me chercher. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me l'ont présenté. Comment vous choisissez les thèmes et les invités de l'émission ? En fait, on fait des conférences de rédaction, comme pour n'importe quelle émission. On soumet tous des thèmes. On est une équipe de 3-4. Ça se passe très, très bien. C'est une très bonne ambiance. On est tous assez jeunes avec la prod avec laquelle je travaille. Et puis, on travaille conjointement. Au générique, il n'y a que des filles. C'est vrai qu'on est beaucoup de filles, mais le producteur... Il n'y a que des filles au générique. Le producteur, Alex Zermont, est un garçon. C'est un garçon. J'avais deviné, si on dit le producteur. Exactement. Donc c'est un peu comme Cosette, ça a été fondé par un garçon et il n'y a que des femmes ensuite qui écrivent dedans. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes, mais en revanche, tout ce qui est équipe technique, il y a des hommes aussi, il y a des hommes et des femmes. C'est assez mixte, mais c'est vrai qu'à la rédaction, on est pas mal de femmes. Et pour moi, c'est très important aussi, ça représente un peu l'ADN de France Télé. Donc je trouve que c'est très chouette de pouvoir travailler dans ce sens. Le sujet qui passe aujourd'hui, le rapport au corps, qu'est-ce que vous entendez par là, le rapport au corps ? Alors on l'a problématisé autour de la dysmorphophobie, qui est le fait de ne pas se percevoir comme on est réellement. Avec les réseaux sociaux, c'est très important aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup de complexes. Les réseaux véhiculent des complexes. Il y a de plus en plus de personnes, hommes et femmes, qui prennent la parole à ce sujet, qui montrent des corps plus normaux, peut-être un peu moins sexualisés aussi, comme on peut beaucoup le voir, ou avec des corps pleins de chirurgie. Donc c'est très bien, on montre tous les types de corps aujourd'hui et c'est ce qu'on voulait montrer avec cette émission, qu'il existe tout type de corps. Et aussi, c'était très important pour moi de démocratiser la prise en charge psychologique à partir du moment où on sent qu'il y a un trouble qui arrive. Ça va coûter cher à la Sécu parce que vous dites qu'un Français sur deux aurait des complexes vis-à-vis de son public. Vous en parlez avec une psychologue clinicienne. Elle s'appelle Kaline Madjalani. On va l'entendre. Elle donne une définition de ce terme, la dysmorphophobie. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que la dysmorphophobie ? Parce que c'est quand même un mot à rallonge. Et je pense que tout le monde l'a pas. Barbare, mais ça l'est pas. Au fait, ça vient donc du grec dysmorphia, donc qui signifie laideur ou difformité, et phobie de phobos, qui signifie peur ou effroi. Donc en fait, c'est un trouble qui existe depuis le début du 19e siècle. Il a été défini à cette époque-là, et c'était la peur d'avoir un défaut majeur dans son corps. Les patients souffraient de cette peur-là avec des obsessions hyper
hyper présente qui les poussait dans des états psychologiques atroces. Et alors j'ai appris des choses, je suis tombé de ma chaise. Parce que j'ai découvert, j'imaginais que le complexe était de ne pas ressembler à tel ou tel. C'est surtout, vous parlez de quelqu'un qui a des complexes sur ses cuisses, j'imagine que c'est plutôt des filles, c'est plutôt les filles. Et j'imaginais qu'elles essayaient de ressembler n'importe quoi à Madonna ou à Kim Kardashian. Mais ça va beaucoup plus loin. Oui. J'ai fait une immense découverte. C'est les gens qui n'arrivent pas à ressembler à leurs propres photos avec les filtres. Et ah oui, ça c'est un vrai problème. Et j'en ai eu conscience sur Instagram parce que j'avais vu une vidéo je crois que c'était une chirurgienne qui expliquait ça, que des personnes venaient, mais hommes et femmes, dans son cabinet en montrant la photo de quelqu'un ou alors en venant avec la photo d'un filtre, une photo d'elle avec un filtre sur les réseaux en disant je veux ce nez. Non mais attendez, excusez-moi, mais est-ce qu'ils sont pas un petit peu bas du front ? Tout le monde sait qu'on peut pas ressembler à une photo filtrée puisque par définition c'est un filtre pour changer l'image. J'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense que c'est vraiment un complexe. Donc c'est des choses qu'on peut pas forcément percevoir quand on n'a pas ce complexe-là. Mais peut-être que ces personnes se préfèrent avec tel nez. Et elles se disent que ce serait pour elles le nez parfait, au même titre que les gens qui vont chez les chirurgiens. Donc c'est pas la même chose. C'est pas ce que vous avez dit dans l'émission. Dans l'émission, vous dites ne pas ressembler à sa photo filtrée. C'est pas du tout la même phrase. Si, ce que je veux dire, c'est que quand on met un filtre, ça peut nous modifier par exemple la forme du nez. Et je viens de comprendre. C'est la même chose que si vous veniez. On comprenait pas ça dans l'émission, c'est pas grave. On comprenait absolument pas ça. On pensait que les gens, comme ils étaient filtrés, ils paraissaient plus jeunes et ils voulaient ressembler à leurs photos filtrées. Je viens de comprendre. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous voyez, même si c'est un programme qui s'adresse à l'origine à des jeunes, à des étudiants, et ben même vous, ça vous a interrogé. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Aujourd'hui, la dysmorphophobie. Hier, vous m'avez dit c'était le pouvoir d'achat. Non, c'était aujourd'hui la dysmorphophobie. La prochaine pouvoir d'achat. Le premier, c'était le pouvoir d'achat. Le prochain, c'est la peine de mort. C'est ce que je disais. Et la peine de mort, qu'est-ce que vous voulez en dire ? Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus ? En quoi c'est un débat ? C'était pas mettre un débat, c'était justement, et c'était ça qui était très intéressant. J'ai reçu une représentante d'Amnesty International qui m'expliquait qu'à l'heure actuelle, quand elle va dans des lycées faire des conférences, il y a encore des gens qui sont pour la peine de mort. Et donc elle explique à ces jeunes pourquoi on ne pourrait pas aujourd'hui rétablir la peine de mort et pourquoi justement ce n'est pas un débat. Elle explique aussi dans le monde ce qui se passe. J'ai appris par exemple qu'en Chine il y avait la peine de mort avec sursis, chose que j'ignorais complètement. Et je trouve que c'est très important aussi de rappeler tout ça parce que des grandes puissances aujourd'hui comme par exemple les États-Unis pratiquent encore la peine de mort. Et c'est important que les jeunes d'aujourd'hui soient sensibilisés à ça et comprennent que la peine de mort, ce n'est pas que pour des crimes d'homicide, ça peut aussi être pour des crimes de vol, et ça c'est super important de le dire. Et on l'a vu en Iran parfois pour un voile mal disposé. Est-ce que l'UMNI, c'est un service public ? Oui. C'est presque du militantisme. Les gens qui font ça, ils font pas ça comme si c'était un suppôt du capitalisme. Est-ce que vous êtes rémunéré ou est-ce qu'au contraire, cet affichage sur l'UMNI vous ramène du monde pour vos réseaux sociaux dans une opération gagnant-gagnant ? Non, je suis rémunérée à hauteur de... comme si c'était une pige en fait pour une émission. Et j'ai pas de rémunération pour les communications sur mes réseaux, mais je le fais vraiment... j'ai pas envie, si vous voulez, d'être sur l'UMNI en tant qu'influenceuse. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux parce que ça me permet, ce que je vous disais, de faire mes prods sur ma chaîne YouTube, etc. Mais mon but, c'est pas du tout de vivre des réseaux sociaux. Moi, je veux repartir sur du média traditionnel. La radio, la télé, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce que j'aime. Et je sais que c'est ce que je vais faire plus tard. Je suis jeune, j'essaye plein de choses, mais je vois pas l'UMNI comme en tant qu'influenceuse. En vrai, pas du tout. Jérémy Hébert, notre réal et ses équipes, vient de me dire dans l'oreillette, on l'embauche. Vous continuez vos n'hésitez interviews. Pas, je suis disponible le matin, je me lève tôt. Vous continuez sur la chaîne YouTube Le Clic d'Alix ? Oui, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Alix Grousset, comme mon nom et mon prénom, et j'ai un format qui s'appelle Le Clic d'Alix, que j'autoproduis depuis maintenant 3 ans, qui est un format d'interview de créateurs de contenu, pour aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est un format que je veux volontairement long, du 40-45 minutes, pour découvrir la personne au-delà de son pseudo ou au-delà de ce qu'elle est. Comprendre un petit peu aussi l'envers du décor. Je fais bien la nuance entre créateurs de contenu et influenceurs. Tous les créateurs de contenu sont influenceurs, mais tous les influenceurs ne sont pas créateurs de contenu. Et tout ça sans note. Quel pro à 25 ans. Merci beaucoup, Alix Grousset. Je rappelle, ce nouvel épisode de l'Entre-deux consacré à notre rapport au corps est en ligne aujourd'hui sur l'UMNI.fr. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Encore heureux que c'est exactement. Merci mille fois. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée, c'est la comédienne Catherine Fro pour une pièce de théâtre. Oui, qu'elle joue aux côtés de Michel Faux lorsque l'enfant paraît. On y parle d'avortement, on y parle de la fermeture des maisons closes. Pièce écrite en 1950 par André Roussin. Pourquoi la sortent-ils maintenant ? Elle va nous dire. Et puis dans les indispensables, Héloïse Goua va nous parler d'une série glaçante et Olivier Benkemoun nous présentera le film Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. Je n'oublie pas Jean-Luc Lemoyne, comment l'oublier, pour sa session de rattrapage. À tout de suite.